Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce deuxième live de France Immersive Learning, qui est dédié à un sujet capital, d'une importance capitale pour les entreprises, la levée de fonds. Je suis Junior Nelson. Je reçois aujourd'hui Sylvain Clavé, avocat spécialisé sur ces questions-là, pour nous entretenir durant une vingtaine de minutes sur l'opération de levée de fonds, les différents acteurs qui sont impliqués, la grande thématique du capital investissement et ses composants, bien évidemment, et surtout les démarches juridiques à mener quand on veut lancer une opération de levée de fonds. Nous aurons par la suite 10 minutes de questions-réponses approximativement. Et puis donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser directement dans le chat. Je suis sûr que Sylvain se fera le plaisir d'y répondre. Donc voilà, Sylvain, c'est à toi. Merci beaucoup, Junior, pour cette introduction. Donc sans plus perdre de temps, j'attaque directement sur ma petite présentation. Donc Junior nous a gentiment présenté le sommaire, donc je vais le passer et rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, l'opération de levée de fonds, l'idée ici, c'est plutôt d'aider à nos auditeurs à se familiariser avec les grands concepts du capital investissement. Donc, le capital investissement, ça consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans des entreprises petites ou moyennes, qui sont généralement non cotées. Et cette prise de participation permet de financer leur démarrage. Alors, on est dans la théorie, mais vous allez voir que c'est important de bien comprendre le vocabulaire utilisé. Et vous avez aussi une sous-catégorie du capital investissement qui s'appelle le capital risque, qui est donc qui regroupe donc les opérations de capital investissement dans les premières phases de développement. C'est les premières phases qui seront les plus risquées. Donc, pour vous permettre de voir dans un seul coup d'œil, les différentes étapes de la vie d'une société auxquelles vont correspondre différentes catégories de capital investissement, je vous présente ce petit diagramme qui vous permet donc de comprendre que au moment de l'innovation, de la création de la société, lorsqu'on est au stade de la R&D et qu'on est en train de chercher son business model, on va parler là de capital risque. C'est ce que je disais à l'instant. On est dans la période la plus risquée pour la société. Donc, on est sur du capital risque. Ensuite, lorsque cette période est passée, on va parler de capital développement. Et lorsqu'on a passé cette période de croissance, on va parler de capital transmission. Et puisqu'il sera temps de procéder peut-être à la cession de la société dans laquelle les investisseurs seront intervenus. Et puis si ça ne se passe pas aussi bien que prévu, lorsqu'il faut prévoir un rachat de cette entreprise qui serait le cas échéant en difficulté, on parle alors de capital retournement. Alors c'est encore une fois, c'est très théorique, mais ça permet de comprendre un petit peu de quoi on parle, et ça me paraît important d'en parler de façon introductive. Alors, à chaque phase de développement, vous allez avoir des investisseurs de nature différente qui vont intervenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas, en tant que fondateur d'une société ou d'une start-up, on ne va pas s'adresser à une même catégorie d'investisseurs en fonction du stade dans lequel on se trouve. Donc, généralement, vous allez avoir, je vais découper ça en 4 phases. D'abord, la recherche et développement. De nouveau, on est en train de se chercher. On va d'abord faire appel à la famille et aux copains pour mettre les premières billes dans notre projet de start-up. Et puis, si ça ne suffit pas, on va commencer à demander des prêts. Il y a tout un tas de systèmes de prêts d'honneur, de financement, de concours auxquels on peut participer. Parfois, des incubateurs mettent de l'argent sur la table dans le cadre d'une augmentation de capital. Ils échangent en quelque sorte leur service d'incubation avec une petite part du capital. Donc là, on est dans la première étape. Une fois que la société est là et qu'on commence à lancer l'activité, on va toujours s'adresser à ses amis, à sa famille. Donc, on est toujours dans la love money. Mais on a également des business angels qui commencent à intervenir dès ce stade. Alors, un business angel, c'est quoi? Très simplement, c'est un
un investisseur en gardien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre une participation dans la société, mais qui va aussi aider à son développement en mettant à disposition son savoir-faire et puis surtout son réseau. Donc il a pour ambition et pour utilité d'ouvrir des portes à la startup que vous allez qui est dans laquelle il va investir. Ensuite, lorsqu'on est à une étape un petit peu plus critique, qu'on est en train de passer un certain cap de survie, on va plus faire appel aux amis, à la famille, sauf s'ils sont extrêmement fortunés, mais on va avoir besoin de sommes plus importantes. Et donc là, on va commencer, alors on ne sera plus sur des business angels, mais on va commencer à s'adresser à des fonds. Donc on appelle ça des fonds d'amorçage, hein, puisqu'on est en train d'amorcer toujours cette activité. Et une fois que les premiers succès sont intervenus, on va toujours parler à des fonds d'amorçage pour essayer de négocier une levée de fonds, mais il y aura des fonds de taille un petit peu plus grosse qui vont s'intéresser à des projets un petit peu plus matures, et on appelle ça des fonds de capital risque plus général. Alors, très rapidement, pour aider nos auditeurs à comprendre, se mettre un petit peu dans les chaussures de leurs investisseurs. Quels sont les intérêts? Quel est l'avantage pour un investisseur, un acteur de capital risque, d'investir dans une startup? Alors, il s'agit ici de soutenir l'innovation. Alors, France Immersive Learning est plutôt bien placé pour parler d'innovation. Pourquoi pas dénicher une pépite, un investisseur qui parie un petit peu sur l'avenir va pouvoir se dire peut-être que demain la société dans laquelle je mets 10 000, 50 000 euros sera une licorne et je pourrais faire une belle plus-value. Et comme je le disais à l'instant, le business angel, il est là aussi pour transmettre son savoir, son savoir-faire, son réseau, etc. Et puis voilà, comme je disais, un retour sur investissement élevé est attendu. Plus on prend un risque, plus on attend un retour sur investissement. Alors la contrepartie de cet investissement, de ce retour sur investissement élevé, c'est le risque. Hein. On a beaucoup de startups qui malheureusement se cassent la figure et les investisseurs se retrouvent sans rien. Donc voilà, il y a une perte perte de l'investissement, un risque de perte de l'investissement. Et puis, plus on investit tôt et plus on a un risque de se faire diluer. Alors, très, très simplement, si je prends 10% du capital au moment de la constitution de la société, si un investisseur qui rentre derrière, mes 10% deviennent peut-être 8, 9, 7%. Donc, c'est ça qu'on appelle la dilution. Et ensuite, l'autre risque, c'est que si une société a besoin de nouvelles avances de fonds, il faudra être prêt à remettre au pot, comme on dit, remettre une somme en capital. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le déroulement de l'opération de la levée de fonds. Désormais, je passe rapidement sur ces points préalables, mais qui me paraissent assez importants en tant qu'avocat, puisque je rédige toute la journée des pactes d'associés ou presque. Alors, lorsqu'on a déjà un petit peu d'existence et qu'on a déjà conclu un pacte d'associés avec sa love money, les friends and family, qu'on va essayer de lier par un pacte d'associés, on se retrouve parfois à devoir se présenter devant des nouveaux investisseurs avec ce pacte existant. La plupart du temps, les investisseurs ne veulent pas de ce pacte et grosso modo, on peut le déchirer et puis passer au suivant. Alors, moi, ce que je propose en général dans le cadre de mon accompagnement, c'est dans la mesure du possible d'essayer d'anticiper les besoins des futurs investisseurs et proposer d'ores et déjà au moment de la constitution de la société ou des premières étapes de la vie de la société, un pacte d'associés qui va anticiper ces besoins et pour prévoir d'ores et déjà des clauses qu'un investisseur est en mesure d'attendre dans un pacte. Autre point préalable important, c'est la composition de la table de capitalisation. En fait, lorsqu'on est à l'étape de la love money et qu'on a envie de faire rentrer un petit peu tout le monde au capital de sa société, on a tendance à prendre un peu tout ce qui passe. Et donc, on peut se retrouver avec tonton Robert qui a donné beaucoup d'argent pour pouvoir financer le développement de la société et qui se retrouve avec 40%. C'est pas du tout cohérent et c'est des choses qu'il faut régler avant d'aller voir un investisseur qui dit qu'il y a un tonton Robert avec 40% du capital, il comprend pas. Donc il faut clarifier cela avant. Donc ça veut dire souvent racheter les actions de tonton Robert dans mon exemple.
Alors, point hyper important et qui est toujours le nerf de la guerre, c'est la valorisation. Alors, la valorisation, d'abord, c'est quoi? C'est le prix, en fait, qu'on veut donner à sa société. Donc, je constitue ma société avec un capital social de 5 000, 7 000, 10 000 euros. La valeur de ma société, ce n'est pas le montant de ce capital. Elle a une valeur de marché qui est différente du montant de son capital social. Alors du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais rentrer un investisseur qui met un ticket assez important. Je vais dérouler ça dans le cadre d'un exemple. Comment je fais rentrer un investisseur qui met par exemple 500 000 euros dans une société qui a un capital social de 10 000 euros. Alors on va utiliser ce qu'on appelle la prime d'émission. Elle va permettre de concilier la valeur de la société, la valeur de marché de la société que l'investisseur est prêt à donner avec le capital social. Donc, un exemple, j'ai essayé de rendre le plus simple possible. Une société avec un capital de 10 000 euros répartie en 10 000 actions et qui est partagée à 50-50 entre ses deux fondateurs. Donc, vous avez compris, j'ai 10 000 actions que je divise par deux, ça fait 5 000 actions par tête, par fondateur. Dans le cadre d'une levée de fonds, à l'issue des discussions avec l'investisseur, la société est valorisée 2 millions d'euros. Alors, ce chiffre n'est pas choisi par hasard, ça m'aidera à faire un calcul simple pour vous présenter les choses. Et cet investisseur va mettre 500 000 euros. Combien est-ce qu'il va payer et combien va-t-il souscrire d'actions? Alors, sans plus attendre, sans suspense, on va d'abord calculer le nombre d'actions post-augmentation de capital. Dans mon hypothèse, on a dit que l'investisseur voulait prendre un tiers du capital. Donc, c'est un tiers du capital post-augmentation. Donc, on est 10 000 euros avant, 10 000 actions avant l'augmentation de capital. Pour qu'il ait un tiers, le capital va être augmenté à 15 000, de 10 à 15 000 euros. Donc, il aura 5 000 actions, donc un tiers. Donc, on rappelle que les fondateurs de base qui avaient 5 000 actions auront chacun un tiers. Et donc, le prix d'émission de ces actions sera donc de 500 000 euros, qui sont levés au total auprès de cet investisseur. Mais comme il prend 5 000 actions nouvelles, il va payer 100 euros par action. Mais cette action nouvelle, elle était mise d'abord à la valeur nominale de 1 euro, et on va y ajouter ce qu'on appelle une prime d'émission, qui est donc de 99 euros par action, soit 99 fois 5 000, 495 000 euros. Donc, le capital va passer à 15 000 euros et en dessous, en comptabilité, au niveau du passif du bilan, il y aura une prime d'émission de 495 000 euros. Voilà comment on fait pour rentrer 500 000 euros dans une société qui a un capital de 10 000 euros. Alors, rapidement sur les étapes, la formalisation d'une levée de fonds. De façon très simple, le calendrier va varier en fonction des types de levée de fonds. Et donc, plus pour être très clair et très simple, plus vous levez de fonds, plus les montants sont importants et plus vous avez en face de vous des investisseurs professionnels, et plus ça va être lourd en termes de formalisation, de négociation et donc de temps et de frais d'avocat, malheureusement. Alors, très simplement, au moment de la constitution, vous n'allez pas avoir des investisseurs très regardants sur la formalisation. Je reprends mon exemple de tonton Robert. Tonton Robert, il va pas vous embêter, il va vous faire confiance. C'est la famille, c'est les copains, donc ils vont se contenter de signer des statuts, voire ils vont peut-être de temps en temps signer un pacte, mais ce n'est pas vraiment la règle. Alors, sur la slide, il y a écrit « Attention, intervention d'un commissaire aux comptes si suppression du droit préférentiel de souscription ». Je traduis CAC égale commissaire aux comptes. C'est une sorte d'expert comptable qui va être mandaté par la société et qui va devoir intervenir pour pouvoir valider, on va dire, l'opération de levée de fonds dans laquelle on va supprimer le droit préférentiel de souscription des associés. Alors, le droit préférentiel de souscription des associés, c'est très simple. J'ai 10% du capital. Lorsqu'on augmente le capital, j'ai le droit de maintenir ma participation à 10%. Donc, pour faire entrer un investisseur, habituellement, on supprime ce droit pour dire, les investisseurs en place laissent leur place et permettent à l'investisseur tiers de rentrer au capital. Et pour les supprimer, il n'y a pas besoin de leur avis? C'est une assemblée générale. C'est une assemblée générale qui va dire, je supprime le droit préférentiel de souscription, et cette suppression du droit préférentiel de souscription se fait sur la foi d'un rapport
du commissaire aux comptes, qui informe les investisseurs des conséquences de cette suppression du droit préférentiel. Autre catégorie d'investisseurs, donc les business angels qui investissent en général de façon groupée entre 10 000 euros et pour un investisseur et 500 000 euros lorsqu'on arrive à en convaincre plusieurs. Donc là, la formalisation n'est pas beaucoup plus lourde, mais on observe souvent que ces business angels se réunissent dans des holdings, dans des sociétés qui vont permettre de n'avoir qu'un seul interlocuteur. Alors c'est très pratique pour la société, puisque ça lui permet, si elle a 10 investisseurs, de ne pas avoir 10 interlocuteurs lors de ces assemblées générales, mais d'en avoir une seule, c'est ce véhicule qui réunit des investisseurs business angels. Alors en termes de formalisation, on va très peu souvent avoir une formalisation sous forme de protocole d'investissement. On va se contenter souvent d'un term sheet et puis de statut et d'impact, qui sera le plus souvent très simple. Alors, un term sheet, j'expliquerai très rapidement ce que c'est. C'est une façon de présenter le contenu du pacte au moment d'une offre, en disant, voilà, je suis intéressé d'investir X milliers d'euros dans ta société, et à ma proposition d'investissement, j'annexe ce qu'on appelle un term sheet, qui est une liste des éléments futurs du pacte d'associés qu'on souhaite voir mis en place. Alors là, les choses se compliquent un petit peu lorsqu'on fait appel à un fonds d'investissement, mais en même temps, comme je disais, les sommes en valent le coup. Hein, vous levez probablement 500 000 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Là, ça devient sérieux, donc on va avoir une formalisation qui est assez stéréotypée, assez standard, et qui suit souvent, voire très souvent, le déroulé que je présente là à l'écran. Donc, tout d'abord, on va signer un accord de confidentialité. Ensuite, les fondateurs vont faire une présentation sous forme de mémorandum qui vont permettre d'aller séduire ces investisseurs en présentant qu'on appelle les KPIs, qui vont permettre de convaincre les investisseurs de mettre au pot et puis de faire une formulation avec une valorisation assez sympa. En tout cas, on le souhaite. Souvent, donc, ces investisseurs, une fois qu'ils sont conquis, ils vont signer une lettre d'intention au sein duquel sera peut-être annexé un term sheet des clauses du pacte d'associés, comme je vous l'ai indiqué à l'instant. Et puis parfois, on assiste à une audit. Donc, on va ouvrir ce qu'on appelle une data room, dans laquelle on va mettre à disposition des investisseurs et de leurs conseils tout un tas de documents et d'informations, que ce soit sur le business, mais également des informations juridiques, les contrats de travail, les déclarations fiscales, etc., qui vont permettre de voir un petit peu quelle est la valeur de la société et savoir si elle est bien gérée, si elle est gérée correctement en tout cas, et si la valorisation qu'on en donne est bien justifiée au regard de la façon dont elle est gérée et administrée. Une fois que ces premières opérations sont faites, on va passer à l'étape de la signature d'un protocole d'investissement. Dans le jargon, on parle de signing, c'est-à-dire qu'on va signer une promesse d'investir, qui est une promesse sous condition. Donc, les conditions sont diverses. Soit l'investisseur va dire, j'ai besoin de lever des fonds auprès d'une banque moi-même pour pouvoir les investir dans ma société, dans ta société. Puis, comme je disais, on va supprimer le droit de préférence de souscription. Donc, on va d'abord mettre ça sous condition de l'établissement du rapport du commissaire aux comptes, qui va être donc un préalable nécessaire à la réalisation de l'augmentation de capital. Et puis, une fois que toutes ces opérations préalables, ces conditions suspensives sont levées, on va procéder à la réalisation de l'augmentation de capital et donc signer le pacte. Et puis, on appelle ça closing, signing, closing. C'est un petit peu comme lorsque vous achetez une maison ou un appartement, vous allez faire plusieurs étapes. Une première lettre d'offre, qui est donc ma lettre d'intention. Ensuite, vous allez signer une promesse sous conditions suspensives. C'est un petit peu le protocole d'investissement au niveau du signing. Et puis, une fois que vous avez obtenu votre financement, vous allez passer devant le notaire et donc voilà, vous allez closer la vente. Et c'est un petit peu la même typologie de schéma en 3 temps. Alors, je détaille très rapidement les éléments. Donc, l'accord de confidentialité vous permet de conserver, comme son nom l'indique, la confidentialité des éléments qui sont échangés entre les parties. Donc, concrètement, vous allez envoyer vos comptes, vos contrats de travail, votre savoir-faire, etc. Vous n'avez surtout pas envie que vos investisseurs
les diffusent, ou les investisseurs potentiels les diffusent dans le public. Ça vous permet de sauvegarder la valeur de votre entreprise par votre savoir-faire. Ensuite, voilà, je l'ai indiqué, la lettre d'intention, elle est là pour fixer les grandes lignes de l'investissement qui est projeté. Mais ce n'est qu'une offre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une portée absolument définitive. On vient ouvrir une période de négociation, on dit, bah, moi, je suis prêt à mettre X, et puis on va mener un audit, et puis on verra bien ce qui se passe à la fin de l'audit, et puis à ce moment-là, on signera le protocole. Donc, il ne faut pas sous-estimer sa portée, parce que en fait, malgré tout, elle vient fixer les grandes lignes, donc elle a une portée psychologique. Si on a écrit une chose dans la lettre d'intention, c'est difficile, dans le cadre d'une négociation de bonne foi, d'écrire son contraire dans le protocole, en tout cas de dire que ça n'a jamais été convenu. Donc voilà, il y a des choses qui sont quand même assez, qui laissent des traces, on va dire. Et inversement, il ne faut pas sous-estimer sa portée, parce que concrètement, un investisseur qui signe l'intention, il n'a pas signé le protocole, donc il peut se retirer, sous réserve évidemment de ne pas avoir commis une faute en rompant ces discussions de façon brutale. Ensuite, donc je vous en ai parlé, l'audit, il vous permet en fait, il permet aux investisseurs, de valider les étapes, les différentes hypothèses de valorisation, en regardant un petit peu ce qu'il y a dans le capot, sous le capot de la voiture, si on devait faire une analogie. On va toujours, on va essayer d'être complet lorsqu'on est du côté de la startup. Il faut absolument qu'on donne toutes les informations qui sont demandées et ne rien cacher aux investisseurs qui font la demande d'informations. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que cette phase de due diligence, elle ne va pas intervenir pour un montant de 500 000 euros ou même de 1 million d'euros. On est plutôt dans des opérations plus gros calibre, à partir de 8-10 millions d'euros et plus généralement. Voilà, enfin, comme je le disais, le signing, c'est le protocole d'investissement. On fixe les conditions d'investissement sous conditions, et puis le closing, on close, on lève les conditions, et puis on réalise tout ça. Et voilà. Il y a des questions. Merci pour cette présentation très claire. Comme je l'annonçais au début, nous aurons quelques séries de questions-réponses. J'en ai deux, plus une que moi-même je me pose et que je me permettrai de te poser. La première, c'est de savoir si on peut envisager plusieurs opérations de levée de fonds pour une même étape du capital investissement. Et si c'est le cas, quelles sont les conséquences pour les différents investisseurs potentiels? Oui, c'est tout à fait possible. On assiste à des levées successives alors qu'on est toujours dans l'étape dite du capital risque, on appelle ça le seed. Et en fait, tu vas avoir dans une même étape une levée, on dit en pré-seed, et une levée en seed. On est toujours dans l'étape du capital risque. On n'a pas encore lancé complètement l'activité et on va se retrouver avec des levées successives. Alors, c'est tout à fait courant. Et pour répondre à ta question, l'impact principal que je vois sur les investisseurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure assez rapidement, c'est l'effet dilutif. Si j'ai mis 10% lors de j'ai pris 10% du capital lors de la levée en pré-seed, et que derrière il y ait une levée en seed, pour reprendre mes exemples, si je ne participe pas à cette deuxième augmentation de capital, je vais être dilué. C'est-à-dire que mes 10% vont être écrasés par la levée de fonds successive, par les levées de fonds successives. C'est très bien. Et surtout dans cette logique, si on reste dans cette optique, on sait que l'investissement, c'est du risque, tant pour les investisseurs que pour l'entreprise elle-même. Est-ce qu'il est courant d'avoir des investisseurs qui, pour se prémunir justement contre ces risques, fixent dès le départ ou négocient en tout cas d'avoir des bénéfices qui dépasseraient probablement ce qu'ils ont investi initialement?
Alors oui, tout à fait. C'est même assez courant, plus au fur et à mesure que la taille des des opérations augmente. En fait, tu peux te retrouver souvent avec des investisseurs qui demandent à souscrire des actions de préférence. Alors, des actions de préférence, qu'est-ce que c'est? C'est comme leur nom l'indique, ce sont des actions avec des droits préférentiels. C'est-à-dire qu'elles ont elles ont des droits qui sont distincts de ceux des actions ordinaires. Une action ordinaire, concrètement, ça donne le droit de voter à une assemblée générale avec une voix pour une action, et puis avoir un droit au dividende lorsque la société en distribue, qui est fonction du nombre d'actions qu'on détient. Si j'ai 10% du capital, j'ai droit à 10% du dividende. Jusqu'ici, tout va très bien. Les actions de préférence vont avoir des droits dérogatoires de ceux des actions ordinaires. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des investisseurs qui vont dire, ben moi je mets 6 millions sur la table, j'investis énormément. Mon métier, c'est d'être investisseur. Je suis un fonds d'investissement. Je rends moi-même des comptes à mes propres investisseurs. C'est-à-dire que mes investisseurs institutionnels que j'ai réunis dans un fonds d'investissement qui vont eux-mêmes investir dans la société, ils espèrent avoir du rendement. Et donc, ces fonds professionnels vont demander la souscription d'actions de préférence qui vont leur donner droit. Alors, pas souvent à un droit de dividende prioritaire, ça je le vois pas de façon très régulière, mais plutôt à ce qu'on appelle un droit de liquidation préférentielle. C'est-à-dire que lorsque la société est vendue ou fermée, malheureusement, mais en tout cas on va dire vendue, on va leur arroger, enfin ils vont s'arroger un droit prioritaire sur le prix de vente grâce à ces actions de préférence. Et on va servir en premier les actions de préférence sur le prix. Donc ça va leur permettre de récupérer à minima le montant de leur investissement, voire un multiple lorsqu'ils le demandent et que c'est négocié et que c'est accepté par le fondateur. Donc ça permet d'avoir des différentiels au niveau d'une société qui serait vendue, je sais pas 10 fois la valorisation qui aurait été qui a été donnée par l'investisseur. On va lui garantir qu'il va récupérer sa mise. D'accord, très clair. J'ai une dernière question qui portera sur la responsabilité des actionnaires initiaux. Est-ce que les fonds investis, si ils ne permettent tout de même pas d'atteindre l'objectif fixé, est-ce que les actionnaires encourent une responsabilité vis-à-vis des investisseurs? Alors, quand tu dis les actionnaires, tu parles des fondateurs, Ça, les fondateurs de la société actuelle, c'est ça? De la société objet de l'investissement. opération, oui. Alors, les fondateurs, ils ont une responsabilité juridique vis-à-vis de leurs investisseurs, mais seulement s'ils commettent des fautes de gestion. C'est-à-dire que une société qui subit de plein fouet quelque chose qui n'est plus de la science-fiction, une troisième guerre mondiale ou une pandémie, qui se retrouve avec son activité complètement paralysée et qui nécessite des financements énormes ou de fermer parce que les financements sont trop importants, mais ils n'ont pas commis de faute. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et bien souvent, en tout cas, ils ne sont pas nécessairement commis de faute. Ils ont bien souvent fait ce qu'ils pouvaient et leur responsabilité va être difficilement recherchée. Voilà, on est quand même dans des situations une responsabilité du dirigeant soit recherchée, il faut vraiment qu'il ait fait, on va dire, des grosses bêtises. D'accord, ok, très bien. Je n'ai plus d'autres questions. Donc il ne me reste plus. Ah, peut-être Naël, oui. Moi j'ai une question sur le rôle concret que tu vas incarner du coup dans cet espace. Est-ce que tu vas rentrer seulement en amont ou en aval pour aider à la contractualisation, etc. Ou parfois tu vas aussi avoir le rôle de négociateur dans ce genre de levée de fonds et où tu vas aider ton client à différencier les différentes clauses parce qu'ils connaissent pas forcément, prendre part aux négociations parce que tu as une expertise vu que tu en as fait plusieurs, que tu as été sur
Enfin, voilà, je me demandais sur quel terrain on pouvait faire intervenir l'avocat et sur quel. L'avocat, merci pour cette question, Naël, ça me permet de mettre un peu en avant mon savoir-faire. L'avocat, il intervient un peu à toutes les étapes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas passé par une legal tech pour reconstituer votre société et faire votre premier pacte, c'est pas mal de confier ça à un avocat. Là, il n'y a pas vraiment d'opération d'investissement. On est sur la pré-préparation, on va dire, de cette levée de fonds. Et puis, l'avocat, il intervient dès que le fondateur en a besoin. Donc, c'est-à-dire que il y a des négociations qui sont en train d'être menées avec un investisseur. On est au stade des discussions préalables. Moi, je peux intervenir mes confrères aussi, hein, on intervient auprès des fondateurs dans le cadre de ces négociations avant même de recevoir la lettre d'intention. Alors, bien souvent, on arrive un petit peu après, hein, une fois que la lettre d'intention est rédigée. Soit, et là c'est un petit peu plus embêtant, la lettre d'intention est signée, donc on est un petit peu lié, comme je le disais, par ce qui a été signé. Mais du côté de l'avocat, on est là pour aider à négocier et pas simplement rédiger. Et puis on fait ça du côté des fondateurs de la startup, mais aussi du côté des fonds. C'est-à-dire que chacun en devient avec son avocat et on peut être indifféremment en fonction des dossiers, soit du côté des fonds, soit du côté des fondateurs. Et ce qui est assez enrichissant d'être des deux côtés, puisque une négociation passée côté fonds va nous permettre d'anticiper, quand on est côté fondateur, les points qu'on a déjà poussés en étant conseiller des fonds. Je vois. Ok, top. Merci. Très bien. Merci Sylvain pour ces réponses. Le temps qui nous a imparti est atteint, donc il ne me reste plus qu'à te remercier et à remercier tous nos participants. Moi, je vous donne rendez-vous en avril pour le prochain live. Donc, la thématique vous sera probablement envoyée par mail. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez visionner le replay sur YouTube à travers le lien qui vous sera aussi envoyé. Je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci pour votre écoute.